Jean-Michel Piédalu, Présent. Marc Banac, Présent. Nicolas Boisseau, absent. Il a donné son pouvoir, à moi. Colette Lopez, Présente. Patrick Collin a donné son pouvoir à Bernard Flichy. Josiane Pacalafay, Présente. Jean-François Girard, Présent. Dolores Petro, Présente. Fabien Sury, Présent. Emmanuel Dupuis, Présent. Cyril Lecam, absent, Bernard Flichy, Présent. Marielle Etienne a donné son pouvoir à Colette Lopez, Marie-Thérèse Tarary, Présente. Bruno Vivier, Présent. Didier Plaire, Présent. Angèle Bourriot, absente. On a donné son pouvoir. Ah, mais je ne l'ai pas, excusez-moi, autant pour moi. Oui, c'est d'arriver. Ah, c'est là, d'accord, tant mieux. Valentin Marché, Présent. Anthony Bédoué, Présent. Lydia Rocher a donné son pouvoir à Jean-François Girard, Régis Mez, Absent, il travaille. avec travail, Et il a oublié de donner un pouvoir. absent. Olivier Ogiso a donné son pouvoir à qui? À Jean-Michel. Et Bruno Ouvrard, Présent. Laurent Roblet, absent, Isabelle Hamel Présente. et Jackie Gouin, Présente. présent. Merci à ceux qui sont ici et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Donc, je vous donne l'ordre du jour de notre conseil municipal. Vous allez voir qu'il est assez copieux. On parlera de la vie municipale, notamment de la désignation d'un nouveau représentant au sein de l'Assemblée spéciale de la Société anonyme publique locale, l'agence de service aux collectivités locales de Vendée. On fera le choix des entreprises retenues pour les travaux rue Jacques Moreau et on fera aussi, on délibérera sur le choix des entreprises retenues pour la maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'école Jacques Maury. On vous demandera une autorisation pour le renouvellement de la délégation de service public du Golfe. En finance, on parlera de la vente d'un véhicule d'occasion. On parlera aussi de produits irrecouvrables, de tarifs, non, on ne parlera pas des tarifs. De délibération modificative, il y en a 3, pour le budget principal, le budget du port et le budget loisirs, de ressources humaines, où là, ce sera copieux, c'est la mise en place du nouveau RIFSEP. Je rappelle que le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise, de l'engagement professionnel qui concerne nos agents municipaux. On parlera du recrutement des agents recenseurs. En matière d'urbanisme, il y a une inscription à la liste des communes dont les actions en matière d'urbanisme et d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes entraînant l'érosion du littoral. C'est l'inscription, comme je vous l'avais déjà dit, et comme on en a déjà parlé, de la commune dans la liste des communes qui s'inscrivent dans le travail du recul du trait de côte et d'érosion côtière. Là, c'est l'actualité. On parlera d'une cession de parcelles dans le cadre de l'opération avec l'établissement public foncier. Et puis, on parlera aussi d'une convention avec le conseil départemental qui fixe les conditions d'entretien, d'aménagement et de voirie, en fait, sur le domaine public départemental dans l'agglomération de Lyon-la Presqu'île. Communauté de communes, 2 délibérations. Une pour approuver ou pas le rapport de la commission locale d'évaluation des charges, ce qui est une clette qui ne nous concerne pas vraiment, en fait. Et puis la signature de la charte d'éco-exemplarité pour la réduction des déchets sur le territoire de Sud-Vendée littoral. Et puis voilà, quand on aura fait tout ça, on aura bien travaillé. Alors, je vous propose de nommer un secrétaire de séance du conseil municipal de ce jour. Il y a une coquille dans le procès verbal, on n'est pas le 27 juin 2023, je le dis. Donc le secrétaire c'est Emmanuel Dupuis qui est désigné secrétaire de séance. Et puis on va vous demander l'approbation du procès verbal de la séance du 12 septembre 2022. Et je vais d'abord demander la lecture que va en faire Bernard Flichy pour que chacun puisse l'écouter. Bien, compte rendu du conseil municipal du 12 septembre 2023 a été voté. Vie municipale, désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Convention de mise à disposition d'un délégué à la protection des données. Finances, modification du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
tarif de l'accueil périscolaire, tarif de vente de caveaux libérés. Ressources humaines, création de postes avec mise à jour du tableau des effectifs. Urbanisme, acquisition de parcelles de terrain nues, section ZC 9 et 10. Communauté de communes Sud Vendée Littoral, approbation de la présentation du rapport d'activité de la communauté de communes Sud Vendée Littoral 2022. Autorisation à Monsieur le maire pour le marché en groupement de commandes pour la réalisation du diagnostic assainissement collectif avenant numéro 1. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Il y a une petite modification de l'ordre du jour. On vous avait proposé de parler des tarifs de location des salles et certains d'entre vous ont fait des remarques, mais comme ces remarques doivent être présentées au bureau avant d'être validées et votées, je préfère qu'on retravaille ensemble et que le bureau décide de cette tarification. Donc on n'en parlera pas ce soir, il n'y a pas une grande importance à ce qu'on en parle ce soir. Enfin, qu'on perd dans tous les cas un conseil municipal pour pouvoir décider de ces tarifs. Donc on retravaillera la copie et on la représentera au bureau avant de la présenter au conseil municipal. Alors, désignation d'un nouveau représentant au sein de l'Assemblée spéciale de la Société anonyme publique locale, l'agence service aux collectivités locales de Vendée. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que, suite à la démission de Sandrine Ness, on convienne de désigner un autre représentant pour l'Assemblée spéciale. Et au vu de ces éléments, je propose de désigner M. Patrick Collin, qui est membre du conseil municipal, bien sûr, afin de représenter la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités, et d'autoriser ce représentant de la commune à accepter toute fonction liée à la représentation au sein de la SAPL. En fait, pour être très honnête, on n'y siège pas souvent, mais il faut qu'on y soit représenté, et Patrick a bien voulu accepter la mission. Et donc il vous est proposé de désigner Patrick Collin afin qu'il nous représente au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités, de l'autoriser au sein de ce conseil d'administration de la SAPL d'avoir les fonctions de représentant de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou à la fonction de censeur, et puis d'autoriser Patrick au sein du conseil d'administration à percevoir de la SAPL une présence sur présentation de justificatif, bien sûr, le remboursement de ses frais qui seraient exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat. Voilà. Je vous propose, est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu technique. Il n'y a pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Maintenant, on passe au choix des entreprises qui ont été retenues pour l'aménagement de la rue Jacques Moreau et de la rue de Bus, avenue Amiral Courbet. Alors j'ai dit qu'ils ont été retenus, c'est qu'ils seront retenus si vous en êtes d'accord. Je rappelle qu'une consultation a été réalisée pour les travaux d'aménagement de la rue Jacques Moreau, dans la continuité de l'aménagement du centre-bourg et la mise en conformité aussi de l'arrêt de bus de l'avenue Amiral Courbet. Alors les travaux envisagés, je vous rappelle, sont de créer une rue qui valorise les terrasses commerciales, de végétaliser la rue, notamment par des plantations d'arbres pour créer des espaces apaisés, invitant à la découverte et à la flânerie. Il nous faut aussi sécuriser la déambulation piétonne et prolonger les cheminements piétons et cyclables vers le centre-ville. Et puis mettre en conformité ce fameux arrêt de bus avenue Amiral Courbet. Alors les travaux sont décomposés en un lot de voirie qui prend les réseaux divers, la VRD et les espaces verts, comme je viens de vous le citer. Je rappelle que l'estimation du maître d'œuvre était de 292 300 € hors taxe. Je rappelle, 292 300 € hors taxe pour ces travaux. Et la consultation s'est déroulée du 13 septembre 2023 au 13 octobre 2023 sur la plateforme de marché public qu'on appelle marché.sécurisé.fr. 10 entreprises ont retiré le dossier de consultation et 3 entreprises ont déposé une offre. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 26 octobre 2023 et après ouverture des plis et vérification des dossiers,
Les candidatures ont été acceptées et à l'issue d'analyse des offres qui ont été faites, je propose que le marché soit attribué à l'entreprise Eiffage, agence de Saint-Hermine, pour un montant de 264 216,10 €. Je vous rappelle que le marché était estimé à l'origine à 292 300 €. Donc par rapport à l'estimation, on gagne un peu. Et puis au-delà du prix, la société avait des notes qui étaient celles qu'on attendait justement d'un prestataire sur ce sujet de travaux de voirie. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais vous proposer d'approuver l'attribution du marché pour l'aménagement de la rue Jacques Moreau et de ce fameux arrêt de bus pour un montant de 264 216,10 € hors taxe, et de me donner pouvoir pour notifier les entreprises retenues et réaliser les inscriptions budgétaires qui sont nécessaires d'être réalisées. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Eh bien, ce sera la société Eiffage qui nous fera les travaux que je viens de citer. Alors, maintenant, on parle du choix, prochaine délibération, du maître d'œuvre pour la réhabilitation de l'école Jacques Maury. Donc là, évidemment, c'est un sujet important, hein, puisque face au constat de l'état de vétusté de l'école de Jacques Maury, il y avait une consultation qui a été réalisée pour bénéficier des services d'un maître d'œuvre, donc c'est de ça dont on parle, hein, afin d'engager le programme de réhabilitation. Je rappelle que cette réhabilitation, elle concerne beaucoup de travaux, et notamment pour l'école primaire, l'isolation thermique, la couverture, le remplacement des menuiseries, le remplacement des sols existants par des sols en PVC, la rénovation des façades, la mise aux normes électriques, les peintures intérieures, l'installation informatique, la sécurisation du bâtiment, le chauffage, la mise en accessibilité du bâtiment, la sécurité incendie du bâtiment, enfin la mise aux normes de cette sécurité incendie, les panneaux solaires pour l'autoconsommation et la revente, la réorganisation et la rationalisation de certains volumes, la désimperméabilisation des sols et aménagement de la cour, pour ceux qui connaissent la cour, c'est dans le minéral total, l'amélioration de l'offre d'abri et de stationnement pour les vélos. Ça, c'est pour l'école primaire. Pour l'école maternelle, on veut sécuriser le bâtiment, mettre en accessibilité tout le bâtiment, rénover le chauffage et aménager la cour aussi. Et puis pour la cantine, c'est l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des menuiseries, la mise en accessibilité du bâtiment et la mise aux normes de la cuisine. Alors, la présente consultation a été soumise aux dispositions classiques de procédure, et je rappelle que l'estimation du programme est pour ces travaux, tous ces travaux dont je viens de parler, elle est de 1 500 000 € hors taxe. 33 entreprises ont retiré d'abord le dossier, et 12 entreprises ont déposé une offre. Les 12 candidatures ont été acceptées, elles correspondaient au cahier des charges, et à l'issue de l'analyse des offres, je propose que le marché soit attribué à l'agence Atelier Architecte Duranto Pidou, 2 avenue Jean Jaurès, 85 100 Les Sables d'Olonne, pour un montant de 111 670 € et 1 centime hors taxe. Si vous faites le calcul, hein, j'ai l'habitude des honoraires d'architectes, généralement entre 9 et 8, 9, 10%. Fabien me le confirmera. Et là, on voit bien que 111 000 sur 1 500 000, c'est une proposition financière intéressante. Ce montant est établi selon les taux de rémunération prévus à l'acte d'engagement. Il sera ajusté par un avenant au regard de l'estimation de l'avant-projet. Je vous propose d'approuver l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'école Jacques Maury à l'entreprise Atelier Architecte Duranto Pidou pour un montant de 111 670 € et de me permettre de notifier les entreprises retenues et aussi réaliser les inscriptions budgétaires liées à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions, je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci. On va pouvoir avoir un maître d'œuvre pour les travaux de l'école. Et ça, c'est vraiment très bien. Autre délibération, la gestion pour l'exploitation du golfe de la presqu'île et le renouvellement de sa délégation de service public. Alors ça, c'est un vrai sujet, hein, puisque je rappelle que par délibération du 16 décembre 2016, la commune de La Faute-sur-Mer, devenue la commune ensuite de l'Aiguillon-la-Presqu'île, rattachée, a approuvé le principe d'une procédure de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du service public du golfe 9 trous pour une durée de 8 ans. C'est-à-dire que, je rappelle que ce golfe avait été construit sur des terrains qui avaient été repris par l'État, et donc on avait, c'était pas nos terrains, et on avait un droit d'exploitation de services publics pour ce golfe. Afin d'assurer le portage de cette convention de service public, il a été décidé, par une délibération du même jour, de créer une société publique locale, une SPL, Golfe de la Presqu'île, et par un courrier du 4 octobre 2023, le directeur général délégué bénévole aujourd'hui de la SPL, Golfe de la Presqu'île, a confirmé que son engagement cessera à la fin du premier trimestre 2024. Et au regard de l'arrivée à maturité de cet équipement, il était envisagé de procéder à la réalisation anticipée de cette convention de délégation de service public et de confier à un opérateur une nouvelle convention de délégation de service public à l'issue, évidemment, d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Pour être plus clair, on avait donc une SPL qui aujourd'hui fonctionnait. Dans la SPL, il y a la mairie de Saint-Michel et nous. Et donc, cette SPL, qui est une société publique, fonctionne comme une SAS. C'est-à-dire que c'est bien des capitaux publics, mais pour autant, elle a les règles de fonctionnement d'une société privée. À l'origine, quand le golfe a été créé, l'idée était tout de suite de le mettre sur le marché de la concurrence privée, parce que ce n'est pas le métier d'une commune, et encore moins d'une municipalité, d'exploiter un golfe. Mais à l'époque, pour des raisons de marché, on n'a pas réussi à trouver un exploitant qui soit prêt à prendre un golfe tout récent, qui n'avait pas encore des chiffres d'affaires, des bilans, et qui n'était pas encore arrivé à maturité. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit, voilà, on n'a pas le choix, et on a donc créé une société publique locale avec la ville de Saint-Michel pour exploiter et prendre en charge l'exploitation de ce golfe. Il s'avère qu'aujourd'hui, le golfe, il a son fonctionnement, il a un budget, il a des bilans, et il remplit ce que remplissent toutes les entreprises, mais on continue à considérer que ce n'est pas le métier de la chose publique, et ce n'est pas le métier d'une municipalité d'être un exploitant de golfe. Et donc l'idée, c'est qu'on maintienne une gestion déléguée, parce que ça on n'a pas le choix, hein, via la conclusion d'un contrat de concession, pourtant convention de délégation de service public. Et ça apparaît de toute façon comme le mode de gestion qui est le plus pertinent. Et le fait de confier cette convention de délégation de service public à une société publique locale, ça n'apparaît plus prioritaire, puisque l'idée est de le redonner au monde des opérateurs économiques privés. Donc, au terme de la convention de délégation de service public à intervenir, le délégataire sera notamment tenu d'assurer, c'est nouveau, celui qui va avoir la délégation, il aura quand même des missions à accomplir, puisqu'on ne leur file pas le golfe comme ça, hein, il y a un cahier des charges. Et notamment, il devra faire la promotion et l'exploitation du golfe, incluant la gestion administrative et financière avec la perception des recettes et sur les usagers. Il devra assurer la mise en œuvre des mesures destinées à l'accueil, le confort et la sécurité des usagers. Il devra entretenir bien le golfe de façon générale, faire la maintenance courante, la commune assurant toutefois des prestations de gros renouvellement, selon l'article 606 du Code civil. La participation à la promotion et au développement du golfe sera sa mission. Il aura aussi comme tâche le maintien des marques appartenant à la commune, la marque Golfe de la Presqu'île et Bistrot de la Presqu'île,
Et puis il devra respecter les normes d'hygiène et de sécurité. Il manque un tiret, il devra ouvrir le golf à une exploitation pour les jeunes. C'est dans le cahier des charges complet. D'accord. On n'est pas obligé de délibérer là? Non, là, on définit les grandes lignes dans le cahier des charges. Je vous rappelle que ce golf se voulait tout ouvert aussi aux enfants de façon avantageuse. Dans le respect de l'histoire de la commune, le délégataire s'engagera aussi à assurer le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que la bonne organisation du service public aux usagers dont il devra rendre compte à la commune. Et à cet effet, le délégataire affectera à l'exécution du service tous les moyens humains et techniques nécessaires et devra reprendre le personnel aujourd'hui affecté à ce service. Le délégataire sera également tenu de reprendre les différents contrats en cours souscrits par la SPL dans le cadre de l'exploitation du service, notamment auprès des fournisseurs de la clientèle et aussi de tous les sponsors qui avaient été sollicités pour le golf. Les produits constatés d'avance à date de prise d'effet de la convention de délégation de service public seront versés par la SPL du golf et de la presqu'île au futur délégataire et les immobilisations de la SPL seront transférées au futur délégataire. Le délégataire qui va poursuivre l'exploitation du service à ses risques et périls sera autorisé à percevoir auprès des usagers des tarifs dont le montant sera fixé dans les conditions prévues dans les conventions de délégation. Ce tarif ou ces tarifs seront annexés dans des conditions prévues par la convention de délégation de service public. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le principe du mode de gestion du golf dans le cadre d'une délégation de service public, confiée cette fois-ci après l'organisation d'une procédure de publicité et de mise en concurrence à un acteur privé. Est-ce qu'il y a des questions? Le délégataire, enfin, est-ce qu'il y a des loyers ou est-ce qu'il reviendra à la commune sur sa gestion? C'est un pourcentage, c'est un fixe au niveau... C'est une redevance. Une redevance. C'est une redevance. Aujourd'hui, tout ce qui est rentré dans le golf est resté dans le golf, en fait. Il n'y a pas de distribution, on ne distribue pas. Parce que le but, c'était bien ça, c'était de dire, faisons en sorte qu'il soit le plus vite à l'équilibre pour qu'il soit intéressant pour un acteur privé de se positionner sur ce golf, parce qu'il est aussi structurant de la commune. En tant que commune classée, qui contribue aussi au classement. Aujourd'hui, il est attractif. Pardon? Aujourd'hui, est-ce qu'il est attractif? Est-ce qu'il y a des candidats Alors oui, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on ne lance pas autant, il y a en 2017, on l'avait mis sur le marché et on se disait, bon ben voilà, on était à peu près sûr que ça allait marcher, puis ça n'a pas marché, parce que les acteurs, moi je rappelle, hein, c'était la SOR qui avait tous les golfs, qui investissaient, qui était un gros acteur financier dans les golfs français. En fait, on est tombé juste après les problèmes financiers de la SOR qui s'est désengagé du monde golfique. Et donc ça, c'était moins amusant. Et donc, puisqu'il y avait cette baisse de chiffre d'affaires dans les golfs, on est arrivé au pire des moments, alors que maintenant, ben oui, il y a des acteurs qui se positionnent. Et c'est pour ça qu'on précipite un peu le fait de dire on ne va pas laisser passer les demandes. Les bonnes questions. D'autres questions? Pas d'autres questions. Je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors là, maintenant, on passe à la vente d'un véhicule d'occasion. En fait, c'est le quad Yamaha Grizzly 450 immatriculé EZ070 RX à compter du 1er novembre 2023. Voilà. En fait, c'est quoi? C'est pour l'euro symbolique? Oui, c'est ouais, il est mort. Ok. Donc en fait, l'idée, c'est que cette épave soit vendue pour l'euro symbolique à Brasseur Moto Center qui nous en débarrasse à la casse, c'est ça? Ok. Et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?
Ah, ça y est, j'avais réussi à endormir au bout de 10 minutes tout le monde. Produits irrecouvables, effacement de créances. Alors là, c'est sûr, je vais vous endormir. C'est la finance. Bon, première délibération que je propose à l'Assemblée. On a donc un courrier reçu du comptable public de Luçon qui nous informe que malgré les recherches et les poursuites qu'il a entreprises, il n'a pas été possible de recouvrer un certain nombre de titres de recettes qui avaient été émis sur les années 2013, 14, 16, 2020 et 2021. Il s'agit de l'EARL Atlantique pour un montant de 5 506,87 € et un autre débiteur, Claude Morin, pour un montant de 2 749,95 €. Il n'est pas possible de recouvrer ces dettes et donc il nous propose de faire en sorte que les créances que je viens d'annoncer soient entérinées pour le principe de l'effacement de la dette pour un montant total de 8 256,82 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Autre décision modificative au budget général, cette fois-ci, j'indique qu'il y a lieu de réaliser un ajustement de crédit ouvert au budget principal. C'est une délibération modificative qui consiste à l'inscription en recettes et en dépenses du remboursement des avances sur le marché des travaux et d'inscrire les crédits nécessaires à l'article 238 pour le remboursement des avances. Alors, en fait, c'est juste l'inscription de 47 128 €, mais là, ça ne colle pas. Oui, c'est juste, c'est 47, je suis en train de corriger. Parce qu'au début c'était 43, mais c'est corrigé. Ok. Le tableau c'est 47. Je modifie là. C'est 47 128,69 € et pas 43 000. Donc on l'inscrit en dépenses en installation matérielle et outils au 040, au 2315, et en recettes au 238, de telle façon à équilibrer. Est-ce qu'il y a des questions pour cette écriture? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Autre décision modificative au budget, cette fois-ci, sont les annulations de titres suite à une liquidation de société. Il y a des coûts d'énergie aussi en ELEC et puis une forte augmentation tarifaire qui nous impose un traitement différent financier. Donc l'idée, c'est pas l'idée d'ailleurs, c'est une inscription en investissement de moins 20 000 au matériel de transport. On fait la même chose en recettes, mais cette fois-ci au virement de la section de fonctionnement. Et puis au fonctionnement, vous voyez la répartition où on augmente en sous-traitant général de 3 000 €, des fournitures de 2 000 € et des créances irrecouvrables de 15 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Là, c'est la prochaine délibération, c'est pour le budget loisir. Alors le budget loisir, c'est un versement de 23 000 € en fait, et on doit équilibrer cette recette. En fait, les 23 000 €, c'est la caution on en avait parlé en bureau, c'est la caution du camping de la baie. Et pour équilibrer cet argent qui nous arrive, il est proposé trois choses: de diminuer le virement de la section de fonctionnement, de compléter les dépenses d'honoraires et de compléter les dépenses de location de matériel événementiel. Donc vous voyez sur les tableaux, en investissement, moins 13 000 au 21, moins 10 000 en recettes, et puis le dépôt de cautionnement que nous avons reçu de 23 000 €. Et puis en fonctionnement, on ajoute en fait de la location mobilière et des honoraires. C'est quoi ces honoraires de 6 000 €? C'est la DSP du Golfe. C'est la DSP du La mise Golfe. en place de la DSP avec Avec l'avocat? l'avocat et puis les frais de publication. D'accord. Voilà. Donc on vous demande d'accepter cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Michel Pédalu qui va nous parler du RIFSEP et qui, juste avant que tu commences, Jean-Michel, je te donne la parole tout de suite, qui, je le rappelle, c'est d'abord, ça a été un boulot hyper dense, travaillé à la fois par Jean-Michel et les agents. C'est nécessaire, c'est important parce que c'est un geste, un vrai geste politique du conseil municipal vis-à-vis de ses agents.
Et c'est la reconnaissance de leur travail, la reconnaissance de leur engagement. Et je laisse Jean-Michel vous l'expliquer. Merci. Donc, c'est une lourde tâche d'expliquer le RIFSET parce que c'est pas forcément facile à comprendre pour des gens qui ne sont pas dans la fonction publique territoriale. Néanmoins, c'est important parce que ça fait partie intégrale du salaire et souvent c'est de l'ordre de 30 ou 35% de ce que représente le salaire. Alors en fait, la rémunération des agents de la fonction publique territoriale, donc nos agents communaux font partie de la fonction publique territoriale, est constituée bien sûr d'un traitement de base qui est lié au grade et à l'échelon. Donc l'échelon représente l'ancienneté dans le grade, et forcément de composants facultatifs tels que le régime indemnitaire. Donc le régime indemnitaire, c'est le RIFSET. RIFSET, c'est l'acronyme donc de ce régime indemnitaire donc, qui tient compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc je vous parlerai de RIFSET tout au long de la démonstration. Donc c'est le régime indemnitaire qui s'applique à l'ensemble des filières, donc hormis les filières de la police municipale et des sapeurs-pompiers. Donc en ce qui nous concerne, seule la police municipale ne rentre pas en compte dans le système RIFSET. Donc il s'inscrit bien évidemment dans une démarche de valorisation de l'exercice des fonctions, de l'expérience dans l'engagement professionnel, ainsi que la manière de servir. Pour rappel, donc, chaque collectivité, que ce soit celle de l'Aiguillon-sur-Mer ou celle de la Faute-sur-Mer, avait délibéré sur la mise en place d'un RIFSET. À la suite de la création de la commune nouvelle, il a été constaté des différences au niveau des montants et les modalités d'attribution. Donc il fallait, et c'est pour ça qu'on l'appelle nouveau RIFSET, refaire une construction finalement complète de ce RIFSET avec un certain nombre de critères qui ont été déterminés. Alors, comment ces critères ont été déterminés? Je vous rappelle que lors de la création de la commune nouvelle du 1er janvier 2022, on est passé à une soixantaine d'agents, 57 plus précisément, et donc ça a nécessité la création de ce qu'on appelle un comité social territorial qui a eu lieu fin décembre 2022 pour une mise en place au 1er janvier 2023. Ce qui nous a permis d'avoir des représentants du personnel qui ont été élus donc lors de ce comité social territorial, et donc d'installer ou d'instaurer un véritable dialogue social. Raison pour laquelle, à partir de mars, on a commencé à mettre en place deux groupes de travail, un qui était le RIFSET et le deuxième qui est le règlement intérieur. Alors ces groupes de travail sont composés d'une part de représentants du personnel, 3 ou 4 de mémoire, et 3 ou 4 élus de l'autre côté, ce qui fait qu'il y a une parité entre les élus et les représentants du personnel pour travailler. On a commencé au mois de mars à travailler sur ce RIFSET. Alors je remercie tous les représentants qui ont travaillé, puisque c'est vrai que Laurent l'a dit, mais c'est vraiment un travail considérable. On s'est vu entre 2 et 3 fois par mois, jusqu'à dernièrement, pour concrétiser, et surtout pour passer en comité social territorial en séance plénière, l'avis de ce régime indemnitaire. Donc, il appartient désormais, après l'avis du comité social territorial, au conseil municipal donc de déterminer la nature et les conditions d'attribution de ce régime indemnitaire. C'est pour ça que j'ai dit que je vais essayer d'être à la fois précis mais à la fois concis pour ne pas trop vous engager dans des choses un petit peu compliquées, parce que vous allez voir, il y a des tableaux, il y a un certain nombre effectivement de critères qui sont déterminés. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est d'adopter à compter du 1er décembre 2023, donc ça veut dire que les agents l'auront sur leur salaire de fin décembre 2023, la proposition donc relative au nouveau régime indemnitaire, qui tient compte de tout ce qu'on vous a dit, suggestion, expertise, engagement professionnel, mais on va la convertir en délibération, de valider donc les critères proposés pour l'indemnité liée aux fonctions, de valider le montant maximal attribuables par l'autorité territoriale, c'est-à-dire que les montants qui vous ont été proposés, ce sont des montants maximaux, ce n'est pas les montants qui sont traduits dans la collectivité, c'est tout simplement les montants qui sont sur la part de la fonction publique de l'État, et on vous donne les montants maximum par tableau. Sachant qu'on n'a aucun agent, nous, qui atteindra ce montant maximum, puisque, évidemment, on a diminué proportionnellement à notre collectivité cette part. Donc, en application des articles... Alors, je vous passe tous les attendus des textes, hein,
En application des articles L712-1 et 714-8 du Code général de la fonction publique et de l'article 6 du décret, on vous propose de maintenir à titre individuel, au titre de l'engagement, alors attendez, au titre de l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, jusqu'à la date du prochain changement, l'indemnité de fonction de l'agent, sans préjudice du réexamen, au vu de l'expérience acquise prévue au 2 de l'article 3, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent ou les agents au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, au résultat, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel. Ça veut dire simplement qu'on a des agents qui avaient un régime indemnitaire qui était supérieur finalement au régime indemnitaire que l'on a décidé. Raison pour laquelle le texte prévoit de maintenir à titre individuel ces régimes indemnitaires. Pour mémoire, il doit y avoir une dizaine, un peu moins d'une dizaine d'agents concernés. Ça veut dire que tous les autres agents étaient en dessous effectivement des montants qui seront désormais mis à la disposition des agents. Si vous souhaitez poser des questions, peut-être posez-les en même temps. Ça permettra d'y répondre, ou alors noter, et je répondrai aux questions à la fin. Enfin, on va vous demander d'autoriser Monsieur le maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites énoncées au regard des critères. Et donc, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d'attribution des indemnités. Il vous est également proposé donc d'instituer comme suit la mise en œuvre du RIF7. Alors déjà les bénéficiaires, donc les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou partiel, les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. L'article 2, donc la composition du RIF7, donc le RIF7 est composé de deux parts, une part fixe, on appelle une part fixe, c'est l'IFSE. L'IFSE, c'est l'indemnité de fonction, suggestion et expertise liée aux fonctions et à l'expérience professionnelle. Une part variable, CIA, donc c'est un complément d'indemnité annuelle lié à l'engagement professionnel et à la matière de servir. Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. Alors, si je résume la composition du RIF7, en fait deux parties, donc une part fixe qui est l'IFSE et une part variable qui est le CIA, complément d'indemnité annuelle. Écoutez bien, parce que je vous demanderai à la fin, avant de voter, peut-être de me redire, je vous poserai moi les questions, puis vous me redirez. Je plaisantais, évidemment. Alors, la définition, maintenant, après la composition du RIF7, la définition des groupes de fonctions et des critères de classement. Voilà ce qui a été le plus compliqué, finalement, à déterminer. Alors, la définition des groupes de fonctions, donc les fonctions d'un cadre d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants. Critère 1, les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Ça, c'est des critères qui ont été déterminés ensemble par le groupe de travail. Le critère 2, la technicité, l'expertise et qualification nécessaires à l'exercice des fonctions. Et enfin, le critère 3, suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. La définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions. La part fixe tiendra compte des critères ci-après. Alors, il y a un certain nombre de critères que je pense que vous avez dans les tableaux, et je ne vais pas revenir dessus parce que ça va être du coup forcément très lourd. Donc, on retrouve effectivement les fonctions d'encadrement, la technicité, l'expertise et les suggestions particulières avec un certain nombre de définitions qui ont été élaborées par ce groupe de travail. Donc, ce RIF7 fera l'objet d'un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade à la suite d'une promotion. En l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les 4 ans. Ça, c'est le texte qui le prévoit. Donc, on n'a pas le choix. Sur les FSE, on a une part régisseur. Donc, c'est des agents qui ont des régies financières, donc qui ont droit effectivement à un IFSE particulier. Donc l'indemnité allouée au régisseur d'avance et de recettes prévue par l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n'est pas cumulable avec le RIF7 au sens de l'article 5 du 20 mai 2014. Il est donc nécessaire de l'intégrer dans la part IFSE du RIF7. Celle-ci fera l'objet d'une part IFSE régie versée annuellement en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance
de l'agent régisseur, ceci permettant de l'inclure dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de la part fonction. Donc nous voilà désormais au nombre de groupes de fonctions. Donc au regard de l'organigramme, des fiches de poste et des critères définis, il est proposé, donc les critères c'est ceux qui avaient été définis dans ce que je viens de vous lire, donc il est proposé de fixer par catégorie hiérarchique les groupes de fonctions suivants. Donc en catégorie A, le groupe 1 à 4, le groupe 1 commençant par le DGS, et le groupe 4 pour nous il est néant puisqu'on n'a pas d'agent qui corresponde à ce groupe 4. Sauf que le décret prévoit 4 groupes en catégorie A, donc on est obligé d'inscrire le groupe et de mettre néant dessus. En catégorie B, donc on a 3 groupes de fonctions, les fonctions responsables de pôle, chargés de mission projet, et le B3 c'est les agents ayant une responsabilité ou une technicité particulière. Ensuite, on a donc alors de mémoire c'est sur la catégorie C, 2 groupes donc, qui se répartissent en groupe 1, C1, responsable de pôle. Le groupe C2, c'est encadrant de proximité pouvant avoir la qualité de régisseur. Et le groupe C2 bis, qu'on peut mettre effectivement, adjoindre au groupe, agent ayant une technicité particulière, pouvant avoir la qualité de régisseur. Donc, une fois que ces groupes et ces fonctions sont déterminés, les critères étant déterminés, il ne reste plus qu'à mettre les croix dans les cases, ce qui donne à la fin un régional militaire par agent qui s'appelle l'IFSE. Est-ce que sur l'IFSE, vous avez des questions? Moi, je peux. J'en ai une, moi. À un moment, tu as dit tout à l'heure qu'on révisait les critères tous les 4 ans. Oui. Hein. Est-ce qu'on peut les réviser avant les 4 ans? Oui, alors on peut les réviser s'il y a un changement de grade, s'il y a un changement de fonction, puisque du coup l'agent ne correspond plus effectivement dans les tableaux, et donc là on peut le réviser avant. Sinon, effectivement, le travail étant tellement considérable que tous les 4 ans, c'est à mon avis déjà une lourde tâche. On a mis 8 mois là pour le construire. Alors, une fois qu'il est construit, c'est vrai que c'est plus facile finalement à le modifier du temps, voilà. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, désormais, il aura la case pour entrer effectivement dans le régional militaire et notamment sur les FXE qui le concernent. Voilà. Je veux dire, une question complémentaire, effectivement. On parle beaucoup de l'inflation et tu sais que Laurent, que c'est un de mes dadas quand on parle d'impôts. Le fait de revaloriser tous les 4 ans, c'est un petit peu dévalorisant, je veux dire, au niveau perte de pouvoir d'achat, parce que les fonctionnaires sont revalorisés bien malheureusement régulièrement, et cette partie du salaire, qui est liée à la prime, n'est pas revalorisable alors. Si, alors, elle peut être revalorisable, celle-ci elle peut être revalorisable. C'est-à-dire que la construction même du régime militaire, on n'y retouche pas tant qu'il n'y a pas de modification. C'est la construction. Oui, après le montant qui est attribué, je vous rappelle qu'on va voter des montants maxi, ce qui veut bien dire qu'on peut revaloriser l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, ce qu'on n'a pas prévu, et on va le voir un peu plus tard, avec les représentants du personnel, c'est-à-dire qu'on s'est tenu aux 4 ans, en donnant effectivement tous ces éléments, critères et construction de tableau, en tous les cas sur la part IFSE. Mais si l'année prochaine ou dans 2 ans, effectivement, il faut revoir le RIFSEP, rien ne nous l'interdit. D'où ma question tout à l'heure. Parce que j'avais compris qu'il y avait la phase de 4 ans, et qu'en dehors de cette En fait, ce que j'ai compris de ce que dit Jean-Michel, c'est que si tu ne l'as pas fait au bout de 4 ans, tu es obligé de le faire. C'est ça. J'ai compris. C'est exactement ça. Voilà. Merci pour ces questions. Alors, on parle désormais du CIA. Alors, c'est pareil pour le CIA, donc c'est le complément d'indemnité annuelle, pardon. Je tenais à vous dire également, enfin, je crois que je vous le dirai un peu plus tard, mais l'IFSE est versé donc mensuellement, à compter du mois de décembre. Ce qui n'est pas le cas du CIA, qui est versé, lui, 1 fois par an. Alors, le complément indemnitaire annuel, donc par variable, tient compte des éléments appréciés dans le cadre de la procédure de l'évaluation professionnelle.
Donc la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, les formations suivies, la préparation, présentation, les concours ou examens. Le montant du CIA est réévalué chaque année au moment de l'entretien professionnel. Donc c'est un peu différent effectivement de l'IFSE, hein, c'est ce que je vous disais, mais en fait le CIA, il est individuel et il tient compte des éléments sur la valeur professionnelle, sur la manière de servir. Hein, c'est ce qu'on a vu effectivement dans tout ce que je viens de vous dire. Donc il est quand même différent de l'IFSE. Les montants du CIA fixés pour cette première année seront réévalués de 15% sur les 2 prochaines années. Alors, on l'a prévu, et la raison pour laquelle on a prévu une augmentation de 15% les 2 prochaines années, c'est qu'au cours du début des travaux, je crois, on a appris par les représentants du personnel qu'une prime allait être versée aux fonctionnaires de l'État et de la fonction publique hospitalière, qui s'appelle la garantie de la perte du pouvoir d'achat. Alors, elle est versée d'une manière obligatoire pour les fonctionnaires de l'État et d'une manière non obligatoire pour les fonctionnaires publics territoriaux. Raison pour laquelle, alors c'est la libre administration des collectivités territoriales qui régit en fait l'ensemble de ces primes pour la fonction publique territoriale, et à partir du moment où elle n'est pas donnée d'une manière obligatoire, chaque collectivité fait ce qu'elle veut. Elle donne ou elle ne donne pas. Vous imaginez bien que les agents de la fonction publique territoriale, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les parts de régional militaire sont entre 20 et 30 ou 35% du salaire, et qu'il était pour nous important, eu égard au salaire des fonctionnaires publics territoriaux, de participer, en tous les cas, à la garantie de cette perte de pouvoir d'achat. Bon, mais à partir du moment où on participe à cette garantie de la perte du pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est tombé dans une période un peu compliquée pour nous, puisqu'on était en train de réévaluer le régime militaire, mais on n'a pas forcément voulu leur faire perdre le bénéfice de cette prime, donc on va leur faire obtenir cette prime. D'ailleurs, elle passera certainement à un moment ou à un autre en délibération, mais on n'a toujours pas de décret qui nous permet de verser, donc pour le moment on attend la sortie de ce décret, et donc on a conclu avec les représentants du personnel que pour cette première année, on allait s'en tenir à un plafond, et que ce plafond allait être réévalué de 15% l'année prochaine, donc pour 2025, et 15% pour 2026. Ce qui veut dire qu'on aura finalement cadré et ficelé totalement le régional militaire sur la partie CIA en 2026. Il faut savoir aussi que pour la collectivité, ça représente quand même un montant relativement important, et qu'on ne pouvait pas à la fois donner la prime garantie de perte du pouvoir d'achat et à la fois donner au taux maxi le montant du CIA. Donc raison pour laquelle on a conclu avec les représentants du personnel à cet accord sur les 2 prochaines années qui rentreront dans la délibération du conseil d'administration. Sur les tableaux, ensuite j'ai les tableaux donc, sur la classification des emplois et plafonds du RIF7, donc en par IFSE et par CIA, avec le montant des plafonds, donc IFSE, CIA, qui sont des montants des plafonds régis par le décret, hein, on est bien d'accord, mais ce n'est pas ce qui correspond à ce qu'on verse nous aux agents municipaux. Donc vous avez les 3 catégories, A, B et C, les groupes 1 à 4 pour la catégorie A, les groupes 1 à 4 aussi pour à 3 pardon, pour la catégorie B, et 1 à 2 bis pour la catégorie C. Et ensuite on l'a par grade, parce que effectivement tous les grades sont concernés, donc les DGS, les DGA, et puis ensuite les responsables de groupe, les chargés de mission, les encadrants de proximité, et c'est comme ça jusqu'au bout de toutes les filières. Je vous fais grâce de tous ces montants, vous les avez regardés certainement, puis si vous les avez pas regardés, vous pouvez toujours poser des questions. Alors j'ai pas en tête les montants maxi et mini, mais c'est fait par décret, donc il n'y a pas de souci. On passe aux modalités de versement. Donc, concernant le temps de travail, donc les montants de l'IFSE et du CIA seront proratisés pour les temps non complets, les temps partiels, dans les mêmes conditions que le traitement. Les périodicités d'attribution, donc l'IFSE sera versé mensuellement, l'IFSE par régisseur, comme on l'a dit, intégré sera versé annuellement,
Et le CIA, complément d'indemnité annuel, sera versé annuellement en une seule fois avant le 31 mars de l'année N+1 après l'entretien professionnel. C'est-à-dire que les entretiens professionnels se passent en général au mois de décembre, le temps que l'autorité territoriale puisse les valider. On considère que le 31 mars, tout doit être terminé pour qu'on puisse octroyer d'une manière individuelle aux agents la part CIA. Donc, les modalités de réévaluation des montants, donc le montant de l'IFSE révisé en cas de changement de fonction, comme on en dit tout à l'heure, au moins tous les 4 ans en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience acquise par l'agent, ou en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. Cela n'implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. C'est pas parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, on change de grade qu'il y a systématiquement une revalorisation. Donc le montant du CIA est évalué chaque année au moment de l'entretien professionnel. Donc les règles applicables au maintien du régime indemnitaire en cas d'absence pour maladie, période de préparation au reclassement, donc durant les congés de maladie ordinaire, accident de service ou maladie professionnelle, période de préparation au reclassement, le régime indemnitaire suivra le sort du traitement pour les FSE. Durant le temps partiel thérapeutique, le régime indemnitaire sera proratisé en fonction de la durée effective de service. Durant les congés de maternité, de paternité et d'adoption, le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement sans préjudice de sa modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service. Durant les congés de longue maladie, longue durée ou grave maladie, le régime indemnitaire sera suspendu dès le premier jour. Toutefois, l'IFSE versé aux agents en congé maladie ordinaire et qui se trouve placé rétroactivement dans un de ces 2 congés lui est conservé. Chaque agent a la possibilité de souscrire une assurance garantie maintien de salaire pouvant le couvrir le traitement indiciaire et le régime indemnitaire en cas de perte de salaire pour tous les types de congés maladie. Les attributions individuelles, donc l'autorité territoriale déterminera par arrêté individuel le montant de l'IFSE attribué à chacun des agents en fonction de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions appréciés selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus. Elle établira également un arrêté individuel d'attribution du montant du CIA chaque année en fonction des critères et indicateurs fixés ci-dessus, donc issus dans l'entretien professionnel. Donc l'article 6 maintient à titre personnel le montant mensuel dont bénéficiait l'agent en application des dispositions réglementaires antérieures est maintenu à titre individuel lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSET. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la dizaine d'agents qui sont concernés parce qu'ils sont au-dessus du RIFSET, bien évidemment on ne leur diminue pas le RIFSET, mais ils le conservent bien entendu à titre individuel. Article 7, le cumul avec d'autres indemnités. Donc, le cas échéant, la part fixe IFSE est cumulable avec les suggestions ponctuelles directement liées à la durée du travail. Les heures supplémentaires, astreintes, travail de nuit ou jours fériés sont ainsi visées. Donc, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, la prime d'encadrement éducatif de nuit, l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et sociale, l'indemnité pour travail dominical régulier, et enfin l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. Ensuite, on a l'ANBI, ce qu'on appelle la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, par exemple les frais de déplacement, les dispositifs d'intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat, exemple indemnité compensatrice ou différentielle, la JIPA, donc garantie individuelle du pouvoir d'achat, la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. J'en ai fini avec les présentations du RIFSET. Ça, c'est ce qu'on peut cumuler ou pas? Oui. D'accord. Oui. Alors, l'article 7, là, c'est tout ce qu'on peut cumuler, en fait. Hein. Et donc, tout ce qu'il existait avant comme prime ou indemnité ne sont pas cumulables avec le nouveau régime indemnitaire. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, merci Jean-Michel, parce que d'abord, c'est un énorme boulot. C'est sûr, oui. Et puis, toi, t'as pas fini d'ailleurs, parce que je te coupe la parole, mais t'as pas fini. Merci, ça m'a permis de boire un coup. Et donc, en fait, je pense qu'il faut surtout remarquer les discussions qui ont lieu autour de RIFSET, puisque
c'était d'abord la première fois qu'on instaurait un dialogue social au sein de cette commune nouvelle. Et franchement, tout le monde y a mis du sien pour que ça se passe bien. Ça se fait dans la sincérité, dans l'honnêteté, on se dit les choses. Alors parfois il y a quelques désaccords, hein, forcément, puisque on est obligé de prendre un certain nombre de décisions. Mais il y a eu un travail considérable qui a été fait en sous-groupe de travail par les représentants du personnel, et je tiens vraiment à les féliciter parce que ça nous a permis d'arriver au bout, et surtout rapidement, puisqu'on s'était donné la fin de l'année en tous les cas comme objectif, et vous voyez qu'on est fin octobre et on arrive à le passer pour que le 1er décembre ça puisse être mis en place. Donc c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, je vais vous demander effectivement d'adopter donc la mise en place de ce RIF7 à compter du 1er décembre 2023, d'inscrire bien évidemment les crédits nécessaires au budget et tenir compte de la réévaluation de 15% de la part CIA sur les 2 prochaines années, et puis d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte y afférent, mis à part si vous avez des questions avant de voter. On connaît quel sera l'impact sur les salaires des agents à peu près? Oui. C'est-à-dire sur les salaires des agents? Oui, puisque en fait c'est grosso modo la grille de critères et tout ce qu'a indiqué. En fait, Jean-Michel aurait pu le lire poste par poste, et d'ailleurs vous l'avez, hein, on peut vous le fournir, mais oui. Ça serait fastidieux à le lire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est un acte créateur et fondateur, en tous les cas, de la reconnaissance du travail de nos agents, de leur engagement, puisque vous avez entendu les critères, hein, il n'y a pas que, tout n'est pas dû comme ça, sans critères. L'IFSE plus le CIA, c'est un budget, c'était budgété, c'est 100 000 €, donc c'est vraiment, mine de rien, c'est le contribuable qui reconnaît, parce que c'est pas notre argent, il faut qu'on soit clair, c'est-à-dire que c'est pas un cadeau que les maires ou le conseil municipal fait comme ça, ce serait trop facile, c'est l'argent du contribuable. Mais c'est la reconnaissance par cette action, par ce travail, justement du travail, de l'engagement de nos agents. Et donc 100 000 pour les FSE et le CIA, et puis grosso modo pour, comment ça s'appelle, pour le... L'IFSE. Non, pour la prime pour l'achat, on sera à 23 000 € à peu près. C'est ça. C'est 100 000 chargés, avec les charges comprises Oui. 100 000 chargés. Oui. 100 000 chargés. Donc, et 23 cas à peu près pour la prime du pouvoir d'achat. Mais pour l'instant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas le décret. Non, on ne peut pas aujourd'hui. On sait où on va, mais peut-être qu'il y aura des dispositions moins intéressantes pour la fonction publique territoriale que la fonction publique d'État ou la fonction publique hospitalière. Pour répondre plus précisément à ta question, parce qu'en fait vous avez les montants sur les tableaux, mais c'est des montants maxi. Alors évidemment, ça ne représente pas ce qu'on a fait dans la collectivité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une dizaine d'agents à peu près qui étaient supérieurs, donc qui ne modifieront pas leur part IFSE, en tous les cas pour cette année. Pour les autres, il y a à peu près, alors c'est une moyenne, un gain de 200 €. C'est une moyenne sur les 50 autres qui restent. C'est le gain à peu près mensuel, effectivement, qu'ils vont avoir sur leur fiche de salaire. Bon, sachant qu'il y en a qui auront moins et d'autres un peu plus. Ça dépend d'où ils partent, hein, puisque ça nous a permis aussi vraiment de retoiletter l'ensemble des primes. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Jean-Michel, tu nous as dit à un moment que cette prime s'appliquait de façon automatique à l'ensemble des agents de l'État, alors qu'elle ne s'applique qu'en fonction de la décision de la collectivité territoriale pour les agents publics de la fonction territoriale. Je trouve que je constate cette inégalité, je ne dirais pas cette hiérarchie, et en tous les cas, elle souligne bien que l'exposé et les décisions qu'on va prendre sont un geste politique, une signification d'abord de reconnaissance du travail des agents, mais aussi de la place que la fonction publique et territoriale mérite dans notre organisation générale. Alors, c'est vrai Jean-François, sauf que là on parle de la prime garantie de perte du pouvoir d'achat exclusivement. Hein. L'IFSE,
c'est commun à l'ensemble des fonctions publiques. Hein. On parle juste de cette dernière prime-là qui n'est pas sortie encore, en tous les cas, par décret pour la fonction publique territoriale, qui est donnée de droit, effectivement, aux agents qui sont fonctionnaires d'État et hospitaliers, et qui est donnée d'une manière aléatoire pour la fonction publique territoriale en fonction de la libre administration des collectivités. Voilà. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est un geste politique fort, et on voulait le marquer tout simplement parce qu'on demande beaucoup aux agents sur ces communes du littoral, notamment de ne pas prendre des vacances pour les périodes juin, juillet, août et septembre, ou très peu en juin et septembre, et pas du tout en juillet et août selon les conditions familiales, et qu'à un moment c'est quand même vraiment pénalisant pour les agents. On voit aussi la créativité de l'ensemble des agents sur notre commune, et il était important, à travers ce régime militaire, de les valoriser, mais aussi à travers cette prime garantie de la perte du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que c'est un geste politique, du coup. Oui, tu disais qu'on leur demande beaucoup pour leurs vacances d'été, on leur demande beaucoup aussi quand ils peuvent prendre leurs vacances après la saison, et que, comme en ce moment, parce qu'il y a des conditions climatiques violentes, ils sont, quelle que soit l'heure, hyper engagés, ils sont là. Donc en fait, je trouve que c'est absolument normal qu'on reconnaisse le travail qu'ils produisent et qu'on le rémunère justement à sa juste valeur. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit la juste valeur, même en faisant ça. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote? Ou est-ce que vous avez d'autres questions, observations? Non, juste une remarque, on disait que c'était un acte politique, mais c'est un acte politique intermunicipal. Parce que cette histoire de pouvoir d'achat, moi j'ai le problème, on a le problème à l'EHPAD, il n'est pas autofinancé. L'État dit, ok, il y a un pouvoir d'achat, donc tout le monde dit effectivement c'est logique, il y a cette inflation, etc. Donc il est logique que nous, municipalités, on prenne une décision pour valoriser et reconnaître le boulot des agents. Mais en contrepartie, c'est bien d'annoncer des choses comme ça au niveau de l'État, mais si ce n'est pas financé, c'est à la municipalité de prendre en charge toutes ces dépenses. Et je trouve que c'est un moment là, c'est pas normal pour moi. C'est tout. C'est une remarque, juste une remarque. Merci Marc. On peut passer au vote? Bon, alors, concernant ce régime indemnitaire, qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Donc, ensuite, le rapport suivant, la délibération suivante, c'est la nomination et le recrutement de personnel pour le recensement de la population en 2024. Le recrutement des vacataires est nécessaire aux besoins du service pour effectuer une mission spécifique et ponctuelle à caractère discontinu rémunéré à la vacation et après service fait. Donc, la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2024, il s'agit d'une mission d'intérêt général qui présente des particularités dans les modalités de rémunération. Donc, le mode de rémunération proposé est le suivant: une rémunération de 0,80 € brut par bulletin de logement recensé, une rémunération de 2,50 € brut par bulletin individuel recensé, et un forfait formation de 50 € brut par demi-journée de formation, 2 demi-journées étant envisagées. Un forfait de 150 € brut pour la tournée de reconnaissance et la préparation administrative. Donc je vous rappelle qu'on prévoit de recruter 10 agents recenseurs pour réaliser les opérations de recensement 2024. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi j'ai pas de questions, mais c'est pour aller dans le sens de Marc. On a reçu aujourd'hui des dotations justement intéressantes pour ça, et on a baissé la rémunération à 0,70 et à 2,40 au lieu de 0,80 et 2,50, puisqu'on a des dotations nouvelles. Voilà, c'est juste ça, je voulais juste te le dire, j'ai oublié de te le faire savoir tout à l'heure. Ça ne change pas le forfait. Ok. Donc c'est 10 centimes sur chaque... D'accord. Des questions sur le recensement et le recrutement d'agents recenseurs? Donc je vous propose de passer au vote, donc d'approuver le recrutement de 10 agents recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Bien, merci Jean-Michel pour ce chapitre assez long
va voter. Ah, mais tu veux dire oui, on a pas Ah oui. Excuse-moi. Ah, tu- Excuse-moi, je veux juste rajouter quelque chose. Vas-y. On va lancer on attendait la réunion du conseil municipal pour lancer l'appel à candidature. Donc il va apparaître dans la presse pour que des gens du territoire qui seraient intéressés par ce recensement, puisqu'il va falloir recruter des agents. Ce sera au mois de janvier, ça s'étale sur 4 semaines. Et donc pendant ces 4 semaines, si vous connaissez des gens intéressés, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de la collectivité pour qu'on puisse collecter un maximum de candidats pour proposer en fait cette mission. Voilà. Merci Jean-François. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Donc ce que je disais, hein, merci Jean-Michel, parce que c'est un gros travail tout ça. Là, on va passer à l'inscription de la commune. Alors, c'était voulu depuis longtemps. Évidemment, l'actualité fait que c'est le bon moment, ça tombe bien, puisque l'idée est d'inscrire la commune dans la liste des communes dont les actions en matière d'urbanisme et d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes entraînant l'érosion du littoral. On ne peut pas faire plus d'actualité que ce sujet. Je profite du moment aussi pour remercier encore et les élus et les agents, mais je dis bien aussi les élus qui sont extrêmement engagés, qui, lorsque le plan communal de sauvegarde est lancé, arrivent tout de suite et font le boulot. Hein, c'était vendredi soir, samedi matin, samedi soir, enfin tout le monde était là pour faire le travail. Ça sécurise les esprits. Avant de sécuriser en tous les cas la commune, je l'ai remarqué, c'est-à-dire que les gens et nos concitoyens ont remarqué qu'on était à la manœuvre, agents comme élus, et c'est rassurant pour tout le monde parce que on voit que l'événement en tous les cas est suivi et qu'il y a de l'action et que cette action elle est au service. Donc je voulais vous remercier. Je vous dis simplement que j'ai appris tout à l'heure par le sous-préfet qu'il y a de fortes chances pour que demain on passe en vigilance orange vent violent, et ça c'est pour la marée de demain, enfin non, c'est pour demain soir et toute la nuit. Et puis pour jeudi matin, il m'a dit qu'on allait passer très vraisemblablement en plus en orange vague submersion. Donc ça veut dire que le plan communal de sauvegarde sera redéclenché demain, je pense le faire à 11h, et je sais pouvoir compter sur ceux qui étaient déjà à la manœuvre. Je suis désolé parce que c'est vrai que ça vous bousille vos vacances. C'est pénible, mais malheureusement, on n'a pas le choix, il faut qu'on mette en œuvre notre plan communal. Donc, justement, le sujet, c'est l'érosion côtière, puisque tout le monde a pu voir ce qui s'était passé sur nos plages, que ce soit les plages aiguillonnaises ou les plages fautaises. En tout cas, les plages aigu-presqu'îliennes ont pris cher, comme on dit. Je rappelle que la loi climat et résilience, qui a été promulguée le 22 août 2021, a posé les principes et défini des modalités de l'intégration de l'érosion côtière dans les documents de planification d'urbanisme, c'est-à-dire dans les PLU, PLUI, et de la prise en compte du recul du trait de côte prévisible à la fois à 30 ans et à la fois à 100 ans. La loi climat et résilience aussi vise à inciter les territoires locaux à adapter leur politique d'aménagement de l'évolution du trait de côte quand elles sont, comme nous, confrontées à l'érosion et accélérées par le changement climatique que l'on connaît. Alors notre commune est concernée par le recul du trait de côte en plusieurs endroits qui ont été identifiés de son littoral, et notamment le secteur nord des plages de la Faute-sur-Mer et le rivage sud de la plage de l'Oasis à l'Aiguillon-sur-Mer. Et même si là-bas, le bâti ne semble pas être concerné par l'évolution du trait de côte, il s'avère qu'à l'horizon 2050, il y a plusieurs de nos plages qui pourraient être rudement affectées par le phénomène érosif. La commune et la communauté de communes ainsi identifiées devront réaliser une cartographie d'évolution du trait de côte à court terme, c'est-à-dire de 0 à 30 ans, et puis à plus long terme, de 30 à 100 ans. Pour être très honnête, on nous attend de 0 à 30 ans, parce que de 30 à 100 ans, pour ceux qui étaient avec moi au rendez-vous à la tranche de avec les scientifiques de l'ER2C, ils étaient clairs, ils ne savent pas se projeter à plus de 30 ans. Et on parle de l'ER2C. L'ER2C, c'est la sommité en matière d'érosion côtière en France.
Alors, notre commune devra s'appuyer sur ses connaissances, évidemment, sur des études préalables qu'on fera faire, par des concertations et par son expérimentation pour informer la population et trouver des solutions. La mise en œuvre de telles solutions requiert des stratégies d'aménagement, évidemment, de planification, fondées sur des projets de territoire et portées évidemment par les collectivités territoriales. Donc j'entends la communauté de communes Sud-Rhône Littoral qui a déjà lancé dans son PUI tout un pan de recherche sur le recul du trait de côte et la résilience face à l'évolution climatique. Et donc j'ai la charge, en tous les cas, dans la communauté de communes. Donc l'idée est de créer un nouveau régime de bail réel de longue durée, c'est-à-dire qu'il faut trouver des possibilités de racheter les biens qui se trouvent sur une zone d'exposition, puis relocaliser les personnes s'il y avait besoin dans un périmètre proche de l'ancien logement. Il faut renforcer la compétence des établissements publics fonciers, de l'EPF, de telle façon à accompagner les collectivités pour l'adaptation de leur territoire au recul du trait de côte, et puis instaurer, évidemment, un droit de préemption spécifique au profit des communes. Pour cela, je rappelle que la commune soutient l'action de l'Association nationale des élus du littoral, donc nous sommes tous les deux au bureau, non, on n'est pas au bureau de l'année, mais à la veille, et pour cela, la commune a concerté et souhaite mettre en œuvre un modèle de financement trouvant le point de rencontre entre la solidarité nationale et la part des communes, parce qu'on devra permettre de constituer un fonds, lui-même permettant de financer les aménagements nécessaires au cours des 30 prochaines années. La commune de Lyon-la-Presqu'île a pleinement pris conscience des enjeux climatiques sur l'évolution de son trait de côte et a anticipé sur la connaissance de son évolution, ainsi que sur les moyens mobilisables pour s'adapter aux effets des changements climatiques. Et ainsi, tant pour les concessions de plage, les équipements de surveillance ou les aménagements de sites naturels, la communauté de communes, le parc régional du Marais Poitevin ont travaillé pour élaborer des projets de territoire compatibles avec l'évolution de notre littoral. La loi climat et résilience s'inscrit au cœur de plusieurs enjeux importants, c'est-à-dire l'humain, l'économique et l'urbanistique. Notre commune doit garder, à mon sens, la pleine maîtrise de ses aménagements et de sa stratégie locale de préservation du trait de côte. Et c'est donc notre potentiel exceptionnel de stations balnéaires, notre attractivité, notre économie qui sont plus particulièrement concernés. Et je vous propose de m'autoriser à solliciter l'inscription de l'Aiguillon-la-Presqu'île dans la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Pas de questions, ok. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Je vous remercie parce qu'en votant ça, ça veut dire quoi exactement ? Je vous en avais déjà parlé. À partir du moment où on prend cette décision-là, vous l'avez prise, cette délibération, on reprend le stylo. C'est-à-dire qu'on reprend la capacité à dessiner la ligne du recul du trait de côte. Vous n'auriez pas pris cette décision, vous laissiez le soin à l'État de dessiner lui-même. Je vous rappelle que lorsqu'on est du mauvais côté du trait dessiné sur le recul du trait de côte, la sanction est lourde à 30 ans, vous devez déconstruire. Donc il nous était essentiel de pouvoir reprendre le stylo, justement, du dessin du trait de côte. Merci. C'est important cette décision. Prochaine délibération, c'est la cession d'une parcelle qui s'appelle AM 109 et 867 dans le cadre de l'opération avec l'établissement public foncier de la Vendée. Et tant mieux parce que depuis le temps qu'on l'attend. Je vous rappelle que depuis le 13 novembre 2014, la commune de La Faute-sur-Mer a confié à l'établissement public foncier de la Vendée une mission d'acquisition foncière et de portage foncier des secteurs dits de l'avenue de la plage à la pointe d'Arcet et que l'on nomme les Amourettes.
L'intervention à l'époque de l'établissement public foncier de la Vendée est parue opportune afin de produire du foncier pour la réalisation de projets d'habitat et de tourisme à l'époque. Et conformément au périmètre de la Convention, l'établissement public foncier de la Vendée a fait l'acquisition des parcelles, je vous ai cité, 770 et 847, qui sont situées route de la Pointe d'Arcet et dénommées Parc des Amourettes, pour la somme à l'époque de 2 073 000 €. À ce périmètre s'ajoutent 2 parcelles qui sont juste à côté, dont la commune a fait l'acquisition pour la somme de 63 000 et 67 000 €. Cependant, en 2017, le nouveau plan de prévention des risques littoral à l'époque de la commune déléguée de la Faute-sur-Mer a modifié ce zonage de ce secteur et a fait perdre la constructibilité de 30% de sa surface. C'est-à-dire que là où on avait décidé d'une emprise foncière pour justement avoir un vrai projet, eh bien 30% de la surface est passée en rouge. Cette même année, l'établissement public foncier a diffusé auprès des entreprises spécialisées un appel à projet pour l'aménagement de ce site. Et cet appel à projet visait à la réalisation d'un programme qui était mixte et qui comportait, si possible, une résidence service senior ou une résidence à destination des personnes âgées, une résidence tourisme, type appart-hôtel ou de loisirs, et des logements locatifs sociaux. Après 4 années de recherche, l'EPF a trouvé la société Pierre Tesson, qui a présenté en fin 2020 un dossier de résidence-service de tourisme 4 étoiles, avec une démarche environnementale et paysagère extrêmement forte. Et ce projet prévoit la réhabilitation des bâtiments qui existent aujourd'hui. Il y a 9 logements, dont 2 villas de grande capacité, un espace d'accueil, une réception, et le but était aussi, en plus de tout ça, de cette réhabilitation, de réaliser 35 unités de logement, ainsi que des infrastructures nécessaires au fonctionnement de cette résidence, avec un centre de soins, de balnéothérapie, piscine, un parking, des aires de jeu, etc. Et le plan d'aménagement met en valeur les qualités du site qui préserve notamment son caractère boisé et son caractère dunaire, avec une inscription très environnementale. La société de Pierre Tesson a fait parvenir une offre d'achat pour la somme d'1 400 000 € hors taxe. Et la délibération prise le 27 janvier 2021 par le conseil municipal a confirmé que ce projet était conforme aux attentes du territoire et que les parcelles AMN 109, 770, 847, 867, c'est les 4 parcelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, étaient réservées justement à la société Pierre Tesson dans l'attente de la signature d'un compromis. Compromis d'acte de vente, évidemment, selon le bilan financier qui suit, c'est-à-dire que il y a un montant de prix d'acquisition de 2 073 000 €, mais frais de notaire, frais d'études, frais accessoires, les assurances, la mise en chantier de la préservation du site, on arrive à un montant de 2 237 477 €. Donc le prix revient total inclus à TVA est de 2 270 372 €, y compris l'apport des 2 parcelles communales AM 109 et 867 qui ont été mises à l'euro symbolique pour faire cette emprise foncière. Et sous déduction d'une subvention Zintia que la commune de la Faute, la commune déléguée de la Faute avait reçue pour un montant de 380 000 €, et sous une déduction d'une participation financière budgétée de 469 655 € qui a été réinscrite au budget 2023 et qui est réinscrite d'année en année, le prix de cession total arrive à un montant d'1 420 717 € et 48 centimes TTC. Alors, je propose au conseil municipal de confirmer les éléments de la délibération du 21 janvier 2021 et de m'autoriser à signer dans le cadre de la convention avec l'EPF la cession à l'EPF des parcelles AM 770 et AM 847, selon les éléments financiers que je viens de vous indiquer, et de laisser les parcelles AM 109 et AM 867 qui viennent rajouter à l'emprise foncière, permettant de faire l'opération qui fera un village en fait de pêcheurs, que certains d'entre vous, enfin la commission urbaine l'a vu, mais le bureau aussi l'a vu, c'est ce qu'on met derrière moi. Non, je ne l'ai pas encore. Non, je n'ai pas l'option numérique. Non. Son papier est au bureau. D'accord. Et donc l'idée est de valider l'opération de portage financier, donc au bénéfice de la société Pierre Tesson pour la somme d'1 400 000 € hors taxe, de m'autoriser à signer la vente à l'euro symbolique des parcelles de l'emprise foncière rajoutée,
et de financer auprès de l'établissement public foncier la part restante, qui, je vous rappelle, était inscrite au budget pour un montant de 469 655 € et 14 centimes hors taxe, permettant justement l'opération de ce seul hôtel ou accueil de loisirs qu'on aura sur la côte et dans la communauté de communes sud-vendée littorale, puisque je vous rappelle, quand on vient sur la faute ou sur la tranche, ou même dans la communauté de communes, et là je vois encore avec des journalistes qui sont arrivés tout à l'heure, on ne sait pas où les faire dormir, on ne sait pas où accueillir des séminaires, on ne sait pas où accueillir des entreprises de telle façon à ce qu'elles puissent s'installer et faire leurs séminaires, ou en tous les cas développer l'activité économique touristique et professionnelle de notre commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça représente quelle surface et quel zonage? C'est du rouge, c'est du bleu là, les 2 hectares 6 non, plus... mais les deux, la M109 et la 867. La, excuse-moi, la 109, c'est ouais, kiff-kiff, c'est pareil. C'est-à-dire que tu savais à peu près 13 000 m². C'est 2 fois 13 000 m², plus... Donc ces deux surfaces représentent la totalité, parce que je vous parlais de 4 surfaces. Oui, il y a 4 surfaces en fait. Et là, c'est 2 surfaces. Il y a 26 000 m² à l'origine, oui, dont un tiers est passé en rouge. okay, et on a repris les 2 bandes de terrain qui étaient sur les côtés, qui font les 2 autres parcelles, pour redonner à l'emprise foncière totale la capacité de construction. Au départ, dans le principe de la prévente, elles étaient comprises, ces 2 parcelles? Elles ont été achetées pour ça. Elles ont été achetées pour ça? Pour ça. Pour pouvoir avoir un projet qui soit cohérent, parce que sinon on n'avait plus assez d'emprise foncière constructive. Je rappelle que ces inscriptions budgétaires étaient dans le mariage de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Arrêtez. Le projet reste le même qu'initialement parce que vous avez présenté les Non, il a évolué un petit peu parce qu'on est passé d'un modèle où, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était plutôt en mode petit lodge avec jacuzzi, etc. Et afin d'éviter une levée de bouclier des voisins, parce que le jacuzzi, je ne sais pas combien de jacuzzi comme ça fait du bruit et les gens peuvent le soir faire des fêtes autour des jacuzzi et ça résonne, on ne se rend pas compte, hein, puisque dans un jacuzzi, quand vous êtes dans un jacuzzi extérieur, il y a les bulles, etc., on ne se rend pas forcément compte qu'on parle fort. Et ils ont décidé enfin moi j'aurais demandé de faire autrement, et donc ils ont décidé de faire un vrai village de pêcheurs de bois, en mode oléron. En fait ce sont des maisons de bois, de toutes les couleurs, avec on peut faire des cousinades dans certaines, parce qu'elles sont suffisamment grandes, d'autres sont plus petites, avec un cachet, c'est le village dans le village, quoi, en faisant un vrai village de pêcheurs à l'ancienne, avec des peintures à l'ancienne. Donc le projet, il faut... Il y a des permis de construire forcément à redéposer et des choses comme ça fera pour une réalisation de la le but, c'est que dès qu'il achète, il le fait, lui. Il a sa propre société. Alors, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à attendre que l'acteur trouve... c'est pas un promoteur, c'est quelqu'un qui fait pour lui-même. Il a déjà... C'est à Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, et plus exactement, on a été visiter ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Et quand on vous dit qu'il est très paysager, je vous conseille d'y aller. Vous verrez ce qu'il a fait de... C'est un parc, hein, c'est magnifique. Ah oui, tu y étais. Alors, comment t'as trouvé? C'est bien? Voilà. Donc, d'autres questions? Ouais, j'en ai une autre quand même. Tu nous as annoncé l'autre fois que c'était il achèterait sans clause suspensive l'obtention de permis. Oui. Si jamais il n'a pas son permis et qu'il est quand même propriétaire du terrain, est-ce qu'il ne risque pas de faire une autre opération immobilière plus importante, différente, plus rentable pour lui? Tu as raison, c'est une très bonne question. Ce qui nous a empêché, en fait, c'est justement le plan local d'urbanisme de 2015. Parce que le plan local d'urbanisme de 2015 avait décidé que cette emprise foncière faisait partie d'une OAP. Et l'OAP était définie, alors ça va, excusez-moi pour ceux qui sont moins techniques que Fabien, mais était définie dans le PADD, dans le plan d'aménagement et développement durable. Ce qui fait que ça donnait une philosophie qu'on ne pouvait pas modifier.
Et dedans, il était indiqué qu'on pouvait y faire 110 logements. Et lui ne voulait pas faire les 110 logements, et depuis, l'Adréal ne veut pas non plus qu'on fasse les 110 logements. Elle accepte, tout le monde accepte une réduction, sauf qu'il a fallu faire une demande de modification du PLU, et donc le PLU aujourd'hui, enfin le PLUI aujourd'hui ne permettra plus de pouvoir faire ce qu'on veut à cet endroit-là. Pas forcément une résidence de loisirs. Ah si, dans le PADD, c'est forcément une résidence de loisirs. Enfin non, c'est forcément une résidence avec service. Donc on pourrait imaginer que ça pourrait être une résidence étudiante, c'est compliqué à cet endroit-là, que ça pourrait être une résidence senior, ça va être aussi compliqué à cet endroit-là, puisqu'on a vu que les résidences seniors restaient plutôt à l'intérieur des grandes villes ou des villes moyennes. Ça pourrait être une résidence quoi encore tourisme, et c'est ce qu'on cherche. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, on pourrait avoir un promoteur qui pourrait tenter un truc qui ne nous plairait pas, ça c'est vrai. D'autres questions? Pas d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Prochaine délibération. C'est une convention avec le conseil départemental pour l'entretien d'un aménagement de voirie. Alors, je vais essayer de faire le plus vite possible. Vous savez qu'on a fait des travaux de voirie sur l'avenue de l'Amiral Courbet et le département a repris en fait l'enrobé de l'avenue de l'Amiral Courbet, et à chaque fois qu'il y a des travaux comme ça conventionnés avec le département, ils me disent ok, comme on est en milieu urbain et qu'on est chez vous, on fait, mais pour autant, parce que c'est une départementale, mais pour autant, une fois qu'on a fait, c'est vous qui entretenez. Et c'est ce que je vais vous proposer, c'est de continuer dans cette veine qui est vendéenne en fait. Je vous informe qu'afin d'autoriser ces travaux sur le domaine public départemental et pour définir les charges d'entretien ultérieures, il convient qu'on passe une convention, à chaque fois on le fait, pour fixer les conditions d'entretien d'un aménagement de voirie sur le domaine public départemental avec le département de la Vendée. Des documents ont été annexés aux documents qu'on vous a donnés. Donc je vous demande de m'autoriser à conventionner dans les conditions d'entretien classiques avec le département de la Vendée sur l'enrobé de la voirie de l'Amiral Courbet, de la voirie de l'Amiral Courbet. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On va approuver maintenant un rapport de commission de CLECT. Alors, je regardais, ça ne nous concerne pas vraiment, ça, cette CLECT. Un tout petit peu pour la seconde. Il y en a une, c'est une évaluation des charges liées au transfert de compétences. Est-ce qu'on a derrière moi le rapport? Non, mais le rapport, parce que ça, c'est le rapport qui est intéressant. L'évaluation des charges liées au transfert de compétences, en fait, relais petite enfance RPE de la ville de Luçon vers la communauté de communes. Bon, ben voilà, on est au courant qu'ils le font. Et puis l'autre, c'est la cotisation au parc naturel régional du Marais Poitevin. Alors, vous avez pu le voir, c'est-à-dire que les cotisations pour le parc naturel régional du Marais Poitevin, c'est ce qui, par habitant, alimente la capacité financière du parc. Donc je vous demande d'approuver la CLECT qui a été votée le 11 juillet 2023, tel qu'annexé dans les documents qu'on vous a proposés. Est-ce qu'il y a des questions? Tant mieux. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Là, on va passer à la signature de la charte d'éco-exemplarité pour la réduction des déchets sur le territoire de Sud-Vendée Littoral. Donc je vous rappelle que c'est Sud-Vendée Littoral qui avait proposé justement une étude où la communauté de communes a réuni à la fois des élus de tous les conseils municipaux, il y en a certains qui sont chez nous qui étaient présents, et donc cette commission a décidé, qui s'appelait Politique des déchets, le 16 mai 2023, a déployé une charte d'éco-exemplarité pour la réduction des déchets et son contenu à l'échelle de tout le territoire de Sud-Vendée Littoral, donc des 43 communes. Et dans ce cadre, l'objectif de cette charte, c'était de développer la culture de la prévention des déchets pour qu'elle s'inscrive dans le quotidien de tous. C'était accompagner les communes dans l'évolution des pratiques pour mieux trier et réduire les déchets. Et c'était permettre à chaque commune d'être actrice et de fédérer les usagers autour de la prévention des déchets sur le territoire.
Alors, cette charte a été co-construite, comme je vous le disais, avec la commission. Elle était, comme je vous l'ai dit aussi, composée d'élus municipaux. Et on vous demande aussi de désigner en fait un couple élu-agent au titre d'un binôme qui serait le binôme référent et qui est nécessaire à l'engagement dans la charte d'éco-exemplarité. Et c'est pour ça que je vais vous proposer de désigner monsieur Emmanuel Dupuis au titre de l'élu et monsieur Éric Gouillet au titre des agents pour le binôme agent-élu référent et ils auront à travailler à l'engagement dans la charte d'éco-exemplarité. Et je vous demande d'approuver l'engagement de la commune dans cette charte et de m'autoriser à signer toutes les pièces qui permettent de rentrer dans cette charte. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Est-ce que je n'aurais pas lu ta délibération? C'était pas toi qui devais délibérer ça? Bon, ok, d'accord. Non, si je voyais... ok. Bon, parfait. Voilà, je vous propose donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient être à la place d'Emmanuel Dupuis pour ce travail important? Il est, hein? Il est important. Non, personne. Eh bien, Emmanuel Dupuis, tu es donc le représentant de la commune, et on dira à Eric. Moi, j'ai lu la charte, hein, elle est copieuse. C'est un boulot. Mais à partir du moment où on s'engage, il faut le faire. Donc voilà, écoutez, je vous propose... il était important, hein, ce conseil municipal. On a pris des décisions qui étaient extrêmement importantes, à la fois en termes de protection de notre territoire, à la fois en termes de développement économique de notre territoire, à la fois pour le classement touristique de notre territoire et vraisemblablement aussi d'attraction, pour nos agents et pour la reconnaissance du travail de nos agents. Alors comme dit Marc Banac, il a raison, il est attaché... alors c'est pas l'inflation auquel il est attaché, c'est aux effets de l'inflation. Et il a raison. Il faut, moi je remercie encore Jean-Michel et les agents qui ont travaillé, les équipes d'agents qui ont travaillé sur ce sujet parce que c'était un gros boulot. Et vous arrivez, votre atterrissage est vraiment propre. Et je trouve que la manière dont ça a été fait est extrêmement exemplaire. Et puis, il y a des fois des conseils municipaux qui sont des conseils municipaux qui sont un peu plus embêtants parce qu'ils sont copieux, etc. Et écoutez, ça peut être fastidieux. Celui-ci, je peux vous assurer qu'il était important. Les décisions que vous avez prises étaient structurantes, fondatrices. Et vous pouvez être fiers du travail que vous faites. Passez une belle soirée, profitez et à demain.